As-tu déjà eu l'impression que peu importe combien tu bois, tu as toujours soif? Que ta peau est sèche, que ton esprit est lent et que tes articulations craquent comme du vieux bois? Même si tu respectes religieusement la fameuse règle des 2 litres d'eau par jour, eh bien, ce que je vais te dire aujourd'hui va à l'encontre de tout cela. Tout ce qu'on nous a raconté jusqu'à présent. Boire de l'eau n'est pas la même chose que s'hydrater. En réalité, il est tout à fait possible de noyer l'ensemble de ces cellules dans l'eau et, dans le même temps, de souffrir de déshydratation et mourir de soif au niveau biologique. Et c'est facile à comprendre car l'eau qui sort de votre robinet et l'eau que vous achetez en bouteille en plastique sont techniquement de l'eau. Mort. Oui, c'est de l'H2O mais désorganisé. Et si ton corps était une cathédrale, l'eau que tu bois en ce moment serait exactement comme une inondation dans la cave. Elle est là, oui, elle l'est, mais elle ne sert ni à faire briller la lumière de la cathédrale, ni à faire fonctionner les systèmes. La seule chose qu'elle fait, c'est générer de l'humidité et du chaos. Et quand je parle d'eau morte, je ne veux pas dire que la molécule a cessé d'exister, mais simplement qu'elle a perdu sa cohérence, sa charge électrique et sa capacité à s'organiser. Et pour que tu comprennes, dans ce sens, il est important de connaître les différences entre l'eau en vrac ou eau morte et l'eau structurée ou eau vive. Qu'entend-on par eau en vrac ou eau morte? C'est simple. Eau stagnante traitée avec des produits chimiques ou stockée dans des récipients en plastique. Ces molécules forment d'énormes amas chaotiques. Et pour que cette eau pénètre dans ta cellule, le corps doit dépenser beaucoup de sa propre énergie. Merci. De l'ATP, dont je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, pour casser ces amas et essayer de l'ordonner. Et pourtant, qu'entend-on par eau structurée ou eau vivante? C'est de l'eau en mouvement, chargée de minéraux et exposée à la lumière. C'est une eau qui se présente déjà sous forme de H, 3O2 ou de gel hexagonal, et qui entre dans ta cellule sans que tu aies à payer aucun type de péage énergétique, tu m'en diras tant. Pourquoi? Le plastique tue-t-il l'eau? Eh bien, tu vois, d'un point de vue d'ingénierie, ce que je peux faire, c'est expliquer que le plastique soumet l'eau à 3 attaques systémiques. La première, c'est la dissipation de charge. L'eau d'une source a un potentiel d'oxydoréduction négatif, c'est-à-dire qu'elle est pleine d'électrons. Cependant, le plastique, qui est un isolant et fait que l'eau stagne, permet à ces électrons de se dissiper. C'est-à-dire que l'eau que tu bois d'une bouteille a généralement un ORP positif. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela veut dire que c'est oxydant et qu'au lieu de te donner de l'énergie, elle t'en vole. Deuxièmement, vulnérabilité électromagnétique. Le plastique ne protège pas l'eau des fréquences du Wi-Fi, des antennes, qui détruisent la délicate structure hexagonale de l'eau vivante. Et troisièmement, le bruit chimique. Les bouteilles en plastique libèrent des microplastiques et des perturbateurs endocriniens comme les bisphénols ou les phtalates, qui agissent comme un bruit sur le signal électrique et empêchent la formation de la zone d'exclusion, EZ nécessaire à la santé de tes cellules. Pour le dire simplement, l'eau que tu bois arrive au sous-sol de ta cathédrale, c'est-à-dire l'estomac ou l'intestin, mais elle a une tension superficielle si élevée qu'elle ne peut pas monter jusqu'aux voûtes, qui sont tes cellules et tes neurones. Et c'est pour cela que tu te sens lourd, mais tu restes déshydraté. Si vous me demandez quelles recommandations je pourrais vous donner en me plaçant strictement du point de vue de l'ingénierie structurelle, eh bien, sachez que le verre demeurera systématiquement le gardien principal de la structure. Si tu peux choisir, cherche de l'eau en bouteille de verre. Mais garde une chose à l'esprit. La véritable souveraineté ne réside pas seulement dans le contenant, mais surtout dans ta capacité à ressusciter, celle qui s'est transformée en eau en vrac ou en eau morte.
Si tu as vu mes vidéos, tu sais déjà que 70% de ton corps n'est pas de l'eau liquide, mais un gel intelligent. Et maintenant, pendant un instant, entrons dans le laboratoire de l'homme qui a photographié cette quatrième phase de l'eau. Et à partir de là, je vais essayer de te transmettre le protocole dont tu as besoin pour pouvoir ressusciter dans ta propre cuisine ce qui est le fluide de la vie. Pour comprendre l'hydratation, tu dois abandonner la vision simpliste de l'eau, qui la considère comme un simple solvant passif, et entrer dans le domaine de la dynamique des fluides interstitiels. L'eau, d'un point de vue classique de la matière, était comprise comme ayant ou ayant eu trois états. Le premier, l'état solide, la glace. Dans cet état, les molécules d'eau sont liées par des liaisons hydrogènes dans une structure cristalline fixe. Et contrairement à la plupart des substances, l'eau se dilate en gelant. Et cela la rend moins dense à l'état solide qu'à l'état liquide. Le deuxième état est le liquide, l'eau, tel que nous l'avons toujours connu, et c'est l'état le plus courant sur Terre. Les molécules ont suffisamment d'énergie cinétique pour rompre et former des liaisons en permanence, ce qui leur permet de glisser les unes sur les autres. Et c'est cela qui confère à l'eau sa fluidité caractéristique. Et troisièmement, l'état gazeux, c'est-à-dire la vapeur. Lorsque l'eau atteint son point d'ébullition ou s'évapore, les molécules acquièrent tellement d'énergie qu'elles se séparent complètement et se déplacent à grande vitesse, occupant tout le volume disponible dans l'air. C'est cela la vapeur. Mais le docteur Gerald Pollack de l'Université de Washington a démontré que l'eau n'a pas seulement 3 états, mais 4. Et il faut savoir que ce quatrième élément crucial est l'état structurel fondamental de la biologie. C'est ce que l'on appelle le cristal liquide hexagonal. Ce que propose Pollack, c'est qu'il existe une phase de transition entre l'état liquide et l'état solide. Alors que l'eau ordinaire est H2O, ce cristal liquide hexagonal possède une structure moléculaire différente, souvent décrite comme H3O2. Il se forme principalement à proximité de surfaces hydrophiles, c'est-à-dire des surfaces qui attirent l'eau, comme les protéines de nos cellules. Et je t'ai expliqué cela en détail dans ma vidéo « La grande imposture de l'eau ». Lorsque l'eau liquide entre en contact avec une surface hautement hydrophile, comme par exemple le collagène naturel ou les membranes cellulaires, il se produit alors systématiquement ce que l'on appelle scientifiquement une transition de phase. Ce phénomène transforme la structure même des molécules d'eau environnantes. Les molécules d'eau cessent de vibrer de manière chaotique et s'auto-organisent en un réseau bidimensionnel d'hexagones. Et ce processus, génère un phénomène physique crucial, la séparation des charges. Analysons cela en détail. La zone d'exclusion est ce réseau hexagonal qui attire les groupes hydroxyles et exclut activement les protons. Et le résultat est une zone à charge négative qui agit comme un condensateur biologique. Mais ne crois pas que je t'ai sorti cette phrase comme ça, sans raison. Je vais maintenant t'expliquer en détail ce que je viens de te dire. Un condensateur ou capacité est essentiellement un composant électronique qui stocke de l'énergie électrique. Ce n'est pas une pile qui génère de l'énergie par une réaction chimique, mais un dispositif qui se contente de stocker la charge en la séparant. Pour que tu puisses bien comprendre ce phénomène, dans le cas précis de l'eau, imaginez tout simplement ce que nous appelons l'eau ordinaire et courante, le H2O. C'est un peu comme un mariage stable et solide, mais qui, dans certaines circonstances bien particulières, comme par exemple lorsque l'eau entre en contact avec une surface biologique, c'est-à-dire une protéine ou une membrane cellulaire complexe, ce mariage décide alors de se réorganiser totalement. Un groupe hydroxyle est un petit morceau de cette molécule. C'est un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène.
Et ici, comme je te le disais, la clé, c'est sa charge électrique. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, parce que l'oxygène est un véritable accro aux électrons et il les attire avec beaucoup de force. Et en gardant un électron supplémentaire dans cette sorte de danse moléculaire, le groupe acquiert une charge négative. Et dans la zone d'exclusion, ces morceaux d'OH négatifs ne flottent pas au hasard. Ils s'organisent en couches hexagonales parfaites, comme un rayon d'abeille. Et tu vas me demander quelle est la conclusion de tout cela? Eh bien, c'est très simple. Comme elles sont chargées négativement, toute cette zone devient une sorte d'aimant géant. Merci. Pour l'ordre et comme répulsif pour le chaos. Mais arrêtons-nous un instant pour mieux comprendre. Mieux. Quand Pollack parle d'un condensateur, comme je te le disais, il fait référence à un dispositif qui stocke de l'énergie en séparant des charges. Un condensateur, c'est essentiellement deux plaques métalliques séparées par un espace vide, ou par un matériau isolant. Si tu mets des électrons avec leur charge négative sur l'une des plaques, les électrons attirent des charges positives sur l'autre plaque et, comme ils ne peuvent pas franchir l'espace qui les sépare, ils restent simplement là, sous tension, attendant le moment de pouvoir circuler. Et cette tension, c'est l'énergie qui est stockée dans le condensateur. Tu vas bientôt t'en rendre compte par toi-même. Ce que le chercheur Gerald Pollack propose ici, c'est que c'est précisément ce même type de phénomène biologique qui se produit continuellement au cœur de chacune de nos cellules. Mais bien sûr, sans plaque métallique. Pour lui, la plaque négative est la zone d'exclusion qui, étant tout un réseau de groupes hydroxyles, possède une charge négative. Voici maintenant la plaque positive, je vous remercie. C'est ce que nous appelons l'eau normale, c'est-à-dire l'endroit précis là où se concentrent tous les protons qui ont été préalablement expulsés de la zone d'exclusion. L'isolant, quant à lui, est constitué par la structure moléculaire complexe du cristal liquide lui-même, laquelle maintient fermement les protons à l'extérieur, ce qui empêche activement que ces derniers ne viennent se mélanger et neutraliser la charge électrique globale. Biophysiquement, cela signifie que l'eau de tes cellules est littéralement une batterie avec une tension mesurable. Mais s'il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de différence de potentiel, et sans différence de potentiel, la cellule est morte. Et cela est tout à fait pertinent, car si nous partons du principe que l'eau présente au sein de nos cellules agit comme un condensateur, alors la conclusion logique qui en découle est que le corps humain ne fait pas que... il a l'énergie de la nourriture. Pense-y de cette façon. Un condensateur a besoin d'être chargé et d'après les recherches de l'Université de Washington, cette batterie se charge grâce à l'énergie rayonnante, c'est-à-dire la lumière, et en particulier la lumière infrarouge que nous recevons du Soleil et que nous émettons nous-mêmes sous forme de chaleur. C'est cette énergie rayonnante qui étend la zone d'exclusion. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est en réalité très simple. L'eau agit comme le transducteur principal. Elle convertit l'énergie électromagnétique de l'environnement en énergie électrique, disponible pour la cellule. Si l'eau dans vos cellules n'est pas structurée, c'est-à-dire s'il n'y a pas de EZ, le condensateur est déchargé. Vous pouvez avoir tout l'oxygène et tous les nutriments du monde, mais si la tension cellulaire chute, les mécanismes de la vie s'arrêtent. C'est-à-dire, et c'est très facile et important à comprendre, la structure est authentique. Fonction. Et tout cela représente un changement de paradigme. Nous sommes passés de la vision de la cellule comme une sorte de sac de réaction chimique, à la voir comme un moteur électrique qui se recharge avec la lumière et l'ordre de l'eau. Revenons maintenant un instant au gel structuré. Chimiquement, ce gel. Je t'ai déjà expliqué que ce n'est pas du H2SO. La proportion d'atomes change pour H3O2.
Et c'est une structure beaucoup plus dense, plus visqueuse et avec une capacité de stockage d'informations infiniment supérieure. Ce que Pollack a découvert, c'est que cette zone d'exclusion agit comme un véritable filtre quantique, en raison de sa densité moléculaire et de sa charge négative. Et elle expulse tout soluté, des toxines et métaux lourds jusqu'aux bactéries. Et c'est pour cela que nous l'appelons zone d'exclusion. Une cellule hydratée avec H3O2 est une cellule physiquement impénétrable par la maladie. Et tu vas me demander, comment puis-je maintenir cet ordre face à la deuxième loi de la thermodynamique, qui est l'entropie? Eh bien, avant de répondre à ta question, je vais te rappeler que l'entropie, en termes simples, défend essentiellement trois choses. Premièrement, la tendance au chaos, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus probable que les choses soient en désordre plutôt qu'en ordre. Elle est très simple, l'énergie radiante. Tu vois, nous avons tendance à penser à la lumière non seulement comme quelque chose qui nous permet de voir, mais en biophysique, la lumière est de l'énergie pure en mouvement. Et Pollack a découvert que la lumière infrarouge est le véritable travail thermodynamique qui construit la zone d'exclusion. Pensez de cette façon. Si vous voulez construire, un mur de briques parfaitement aligné a besoin de quelqu'un pour les déplacer et les mettre en place. Et cet effort physique est fondamentalement du travail. Dans vos cellules, les photons, qui comme vous le savez sont des particules de lumière, sont les travailleurs qui poussent les molécules d'eau pour qu'elles cessent d'être désordonnées et s'intègrent à ce réseau. Hexagonal. L'eau n'est pas indifférente à la lumière. En fait, elle est extrêmement sélective et, bien qu'elle absorbe de l'énergie dans différentes parties du spectre, elle présente un pic d'absorption critique à 3000 nanomètres. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette fréquence se situe dans le proche infrarouge, c'est-à-dire le NIR. C'est l'énergie que nous percevons comme de la chaleur rayonnante. C'est comme si l'eau était une radio parfaitement réglée sur la fréquence des 3000 nanomètres. Lorsque cette fréquence arrive, l'eau entre en résonance, absorbe l'énergie au maximum et utilise cette impulsion, une impulsion pour commencer à se transformer d'eau ordinaire en cristal liquide. Et ce qui est sans doute le plus impressionnant dans l'expérience menée par Pollack, c'est l'ampleur absolument phénoménale du changement observé. Il ne s'agit pas du tout d'une simple amélioration subtile. C'est en réalité une transformation totale et massive. En exposant l'eau à cette lumière infrarouge, la couche d'eau structurée non seulement se maintient, mais, comme je te le disais, elle s'étend et peut atteindre jusqu'à 10 fois sa taille d'origine. Et cela se traduit par quelque chose de très simple. Plus de lumière, plus de zones d'exclusion. Plus de zones d'exclusion, une batterie plus grande. Une batterie plus grande, plus d'énergie disponible pour la cellule. Cette nouvelle situation change totalement toutes les règles du jeu. Parce que tu vois, cela signifie que la taille de ta batterie biologique n'est pas fixe. Elle dépend directement de l'énergie rayonnante que tu reçois. Et c'est pourquoi, lorsque nous sommes au soleil ou que nous recevons de la chaleur infrarouge, pense à une cheminée. Non seulement nous nous sentons au chaud, mais en plus nous nous sentons bien. Et c'est parce que nous sommes littéralement en train d'étendre l'ordre à l'intérieur de nos cellules et de recharger notre système. Maintenant que nous savons que la lumière est l'ouvrier qui construit et étend cet ordre, nous pouvons comprendre. Merci. Parce que l'entropie est son grand ennemi. Ce que veut l'entropie, c'est que ses ouvriers rentrent chez eux et que les briques s'effondrent. Et c'est là que le cristal liquide hexagonal semble être un véritable rebelle. L'entropie dit que les molécules d'eau devraient être, merci, se déplaçant au hasard, se heurtant les unes aux autres sans aucune structure fixe. Et pourtant, les travaux du chercheur Gerald Pollack démontrent que l'eau présente au cœur de nos cellules
s'organisent en de vastes structures massivement ordonnées et cohérentes. Comment cela est-il possible sans violer les lois de la physique? En réalité, la réponse à cette question est que les cellules ne sont pas du tout des systèmes isolés. Pour créer de l'ordre, c'est-à-dire pour obtenir une faible entropie, il faut fournir un travail. C'est comme ta chambre. Elle a tendance à devenir désordonnée toute seule et ne reste propre que si tu utilises de l'énergie pour la ranger. C'est un peu comme le paiement énergétique. Pollack a découvert que l'énergie qui paie pour cet ordre, c'est la lumière. Infrarouge. Lorsque les photons viennent frapper la surface de l'eau, ils apportent toute l'énergie qui est indispensable pour réussir à expulser totalement le désordre ambiant, ainsi que les protons, afin de favoriser ainsi la mise en place progressive et structurée du réseau hexagonal. La lumière agit comme une sorte de nettoyeur. Pendant que l'eau devient cristalline et ordonnée, dans la zone d'exclusion, ce qui se passe, c'est que le chaos est expulsé vers l'extérieur, vers l'eau ordinaire ou ce qu'on appelle l'eau en vrac. C'est une sorte de marché avec l'univers. Cela te permet de créer une oasis d'ordre dans ta cellule, à condition que ce que tu fasses augmente le désordre à l'extérieur. C'est un peu comme de l'ordre local en échange du désordre global. Et pourquoi cela est-il vital pour toi? Si l'entropie l'emporte à l'intérieur de ta cellule, la structure de l'eau disparaît, les protéines se déplient, les charges se mélangent et cette batterie dont je te parlais s'épuise. En biologie, l'équilibre thermodynamique total est synonyme de mort. Et être en vie, c'est littéralement l'acte de lutter chaque seconde contre l'entropie. Et les outils que nous avons consistent à utiliser la lumière pour maintenir l'eau structurée. C'est pourquoi je pense que nous devons essayer de changer de perspective. Parce que ce que nous recherchons, ce n'est pas simplement boire du liquide. Ce que nous cherchons, c'est maintenir un gradient électrique. La véritable hydratation n'est pas d'inonder le système, c'est essentiellement de construire et de protéger un réseau de cristaux liquides capable de maintenir une charge négative face à l'oxydation constante de l'environnement qui nous entoure. Et maintenant que nous comprenons que l'hydratation est une question d'électricité et de thermodynamique, nous devons faire face aux défis pratiques. Rien de ce dont nous avons parlé ne servira si le matériau que vous introduisez dans le système est défectueux ou abîmé. Comme je te le disais plus tôt, l'eau qui circule dans des tuyaux à haute pression en heurtant des angles droits de 90 degrés ou celle qui reste simplement stagnante dans des bouteilles en plastique est une eau en équilibre thermodynamique complètement morte. Physiquement, c'est un chaos et ces molécules ne sont pas disposées à former des réseaux, elles sont simplement entassées dans des macrostructures d'atomes désordonnés qu'on appelle des clusters ou des amas. Pour ces cellules, il leur en coûte une quantité énorme d'ATP, c'est-à-dire d'énergie chimique, pour essayer de briser ces amas afin que l'eau puisse être filtrée et utilisée. C'est une dépense qui est tout à fait déraisonnable et absurde. Et c'est précisément pourquoi nous allons apprendre ensemble comment nous pouvons réanimer le fluide, en imitant très fidèlement l'énergie vitale de la nature elle-même, ainsi que la dynamique naturelle et fluide d'une source d'eau pure. Nous allons redonner à l'eau sa capacité à porter la vie grâce à 3 procédés d'ingénierie biologique que tu pourras réaliser chez toi et qui sont très simples. Le premier, le vortex ou l'étincelle cinétique. Et tout cela vient de la raison pour laquelle une rivière s'auto-nettoie pour que tu comprennes. Eh bien, c'est très simple, grâce au mouvement hélicoïdal. L'eau du robinet est un fluide stressé. La pression qu'elle subit et le confinement dans ses tuyaux détruisent complètement sa structure naturelle. Eh bien, ce que tu dois faire en premier lieu,
c'est mettre l'eau dans une carafe en verre et l'agiter pendant 30 secondes avec une cuillère en bois jusqu'à ce que tu parviennes à créer un entonnoir profond dans le récipient. Et de cette façon, tu vas générer ce qu'on appelle des forces de cisaillement. C'est de la pure physique. Et ces forces servent à briser ces grands amas de H2O, réduisant la tension superficielle et augmentant la densité énergétique au centre du vortex, ce qui en fait un simple processus d'implosion. Autrement dit, tu es en train de préparer le terrain pour la suite. Réaliser la nucléation du cristal liquide. Deuxième étape, la minéralisation, c'est-à-dire lui apporter une charge ionique. L'eau distillée ou à très faible minéralisation est, d'un point de vue biophysique, essentiellement un isolant, car sans ion, il n'y a pas de batterie. Et que devons-nous faire pour résoudre ce problème? C'est très simple. Ajouter environ 1,5 à 2 grammes de sel celtique ou de sel de Bretagne par 1,5 litre d'eau. Cela permet de révéler une fonction biophysique cachée, car les minéraux ne servent pas uniquement à la nutrition, ils agissent aussi comme des sites de nucléation, c'est-à-dire comme des encres ioniques autour desquelles les molécules d'eau s'organisent en couches hexagonales. Si tu n'as pas ces ions, le réseau de la zone d'exclusion n'a pas de support et s'effondre. Ce que tu obtiens en ajoutant ce sel, c'est de transformer un liquide inerte en un électrolyte vivant qui imite ton propre plasma. Mais attention, il nous reste encore une étape. La troisième, la photomodulation, ou plutôt, dit autrement, la charge de la batterie. Et c'est l'étape finale que la plupart des gens ignorent. Comme l'a démontré Pollack et comme je te l'ai déjà expliqué, l'eau structurée absorbe la lumière. Eh bien, après les 2 étapes précédentes, tu dois exposer la carafe en verre au soleil ou à une source d'infrarouge proche. Et tu dois le faire pendant au moins 15 à 30 minutes. Cela, pour que tu comprennes, c'est comme donner à l'eau le carburant dont elle a besoin. Les photons dans le spectre des 3000 nanomètres fournissent l'énergie nécessaire pour que la zone d'exclusion, EZ, s'étende physiquement. Et en faisant cela, ce que tu accomplis, c'est essentiellement de précharger l'eau avant qu'elle n'entre en contact avec tes membranes. Ou dit autrement, tu épargnes à ton corps le travail métabolique de devoir la structurer. Mais il reste une dernière chose, et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas si facile ou simple à faire, et voici l'astuce facile pour ainsi dire. Si tu vis en ville et que tu n'as pas le temps de danser avec une carafe, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, alors applique ce que nous pouvons appeler une technologie de commodité. Utilise un blender pendant 10 secondes. Le mouvement centrifuge est un véritable reset instantané des grappes moléculaires. Si tu n'as pas de soleil, utilise une lampe de thérapie à lumière rouge ou une lampe infrarouge et place-la devant la carafe pendant le petit déjeuner afin qu'elles injectent l'énergie radiante nécessaire. Et si tu n'as pas de carafe en verre, de blender ou de lampe infrarouge, cherche des récipients en cuivre. Le cuivre agit comme un catalyseur minéral qui aide à organiser la structure de façon passive et il le fait par résonance. Bien, cela nous amène à une conclusion que je trouve intéressante. Il se trouve que tu pourrais vivre sans suivre ce protocole. En fait, cela fait des années que tu le fais et probablement tu ne l'as jamais remarqué. Alors, pourquoi? Pourquoi me compliquer la vie? Je suis sûr que tu es en train d'y penser. Eh bien, il y a une raison fondamentale que je pense qu'il est important que tu connaisses. C'est très simple, pour t'économiser de l'énergie. Et en plus, beaucoup d'énergie qui te demande beaucoup d'efforts à produire, même si tu ne le sais peut-être pas. Et je vais t'expliquer cela un peu plus en détail. Les aquaporines, c'est-à-dire les pores de tes cellules, sont si étroits que les molécules doivent passer une par une. Avec de l'eau morte, la cellule dépense énormément d'énergie ATP pour démêler les paquets afin qu'ils puissent passer, afin qu'ils puissent entrer.
et avec de l'eau revitalisée, étant déjà structurée et ayant une tension superficielle bien plus faible, l'eau glisse à travers les aquaporines sans résistance. Autrement dit, en appliquant ce protocole, tu offres à ton organisme environ 20% d'énergie supplémentaire que tu gaspillais jusqu'à présent uniquement dans le processus métabolique d'hydratation lorsque tu bois de l'eau. Autrement dit, tu pourrais cesser d'être un simple consommateur d'eau pour devenir un véritable ingénieur de ton propre voltage et réfléchis à ce que représentent ces 20% supplémentaires dans ta vie. Mais bien sûr, comme il ne peut en être autrement, la décision t'appartient. Je cherche seulement à t'aider avec de l'information. Et maintenant, récapitulons pour conclure. Aujourd'hui, nous avons fait bien plus que parler de boire de l'eau. Nous avons redessiné l'infrastructure électrique de ta vie. Nous sommes passés de la chimie basique d'un liquide, inerte à la biophysique d'un cristal liquide. Désormais, il est certain que lorsque tu regarderas un verre d'eau, tu ne verras plus seulement un hydratant, tu verras un moyen de transmission d'énergie. Tu as confirmé que ton corps n'est pas un simple récipient, mais une véritable batterie de H3O2 qui se recharge grâce au mouvement, aux minéraux et à la lumière, et tu n'es plus une victime de la soif biologique ni de l'eau morte. Tu as désormais entre tes mains la souveraineté pour ressusciter le fluide maître, et tu peux le faire dans ta propre cuisine. Tu possèdes la carte pour transformer ton intérieur d'une flaque désorganisée en un cristal rayonnant vibrant à moins 70 millivolts. Mais n'oubliez pas, la structure de votre cathédrale est probablement prête maintenant, mais un cristal d'eau a besoin d'une connexion constante à la source pour ne pas s'effriter. L'eau ressuscitée est sans aucun doute le carburant, mais nous avons besoin que vos cellules soient capables de supporter cette charge. Dans le prochain épisode, je me pencherai sur la pharmacopée biologique. Je vais maintenant te remettre la carte détaillée des 6 grandes familles d'aliments qui agissent véritablement comme des capteurs, des boucliers protecteurs et des antennes de lumière pour ton corps. Et nous verrons comment, par exemple, la poire accorde tes neurones, comment le kiwi économise ton eau métabolique et comment les graisses, merci, scellent tes membranes pour que cette énergie ne s'échappe plus. Eh bien, si ce voyage vers l'intérieur de ta propre biologie t'aide à retrouver ton énergie et que tu penses que ce contenu peut être utile à d'autres, tu me rendrais un grand service en le partageant. Il y a beaucoup de gens dehors qui boivent de l'eau alors qu'à l'intérieur, ils se dessèchent et tu peux être le lien qui les reconnecte à leur propre souveraineté en matière de santé. Tu sais déjà ce que je te dis toujours en avant, et je te lis dans les commentaires.